Eh bien le bonjour messieurs dames, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve une fois n'est pas coutume pour la petite vidéo de la semaine, vidéo dans laquelle on va parler de sommeil, de mélatonine et on va parler également de santé métabolique et de prise ou de perte de poids. Donc une vidéo que je vais essayer comme d'habitude de faire tenir en 15 à 20 minutes, mais il y a beaucoup de choses à dire sur la mélatonine, donc sans plus tarder, on est parti. Et tout de suite, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la mélatonine n'est pas seulement et loin d'être uniquement une hormone qui est liée à l'endormissement et au sommeil. C'est vrai que pour la plupart d'entre vous, la plupart d'entre nous, la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil par excellence, c'est l'hormone qui va permettre de faire dormir et qui va contribuer à l'endormissement. Mais c'est hyper important et c'est vraiment le sujet de la vidéo de comprendre qu'à aujourd'hui, on le sait, c'est très bien documenté, la mélatonine a des rôles bien plus importants que ça au niveau de la santé, au niveau du corps humain et que du coup, il y a des interactions, des effets majeurs entre d'une part le sommeil et d'autre part la santé et les conséquences au niveau métabolique notamment. Alors, déjà, quand on parle de mélatonine, petit nom un petit peu savant pour les plus scientifiques d'entre vous, accrochez-vous bien parce que c'est complexe. On parle de N-acétyl-5-méthoxytryptamine. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la mélatonine, elle est issue du tryptophane, qui est un acide aminé notamment alimentaire, et qui est lui-même converti en sérotonine. Donc, on a vraiment une cascade, une chaîne de production, tryptophane, sérotonine, mélatonine. Voilà, donc ça, c'est quand même important de le comprendre parce que la mélatonine, et on y reviendra plus tard, est obtenue, en tout cas sa production est favorisée par d'une part un apport en protéines parce que le tryptophane est un acide aminé donc dérive des protéines, mais qui a également des conséquences en matière de consommation de glucides. Voilà, je vous fais un petit teasing, on en reparlera un peu plus tard. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la mélatonine, elle est principalement produite, en tout cas la majorité des effets de la mélatonine au niveau sommeil est régulée par la glande pinéale, qu'on appelle également l'épiphyse, qui est une glande dans le cerveau. Mais, et ça on ne le sait pas toujours, le système intestinal produit d'énormes quantités également de mélatonine par conversion de la sérotonine au niveau de ce qu'on appelle, pareil, un nom un peu barbare, désolé pour ça, mais bon, au moins on est précis, ce qu'on appelle les cellules entérochromaffines. Et on estime que la production de mélatonine dans l'intestin serait 400 fois plus importante que celle produite dans le cerveau. Sans qu'on sache exactement si la mélatonine produite au niveau de l'intestin est capable de passer la barrière hémato-encéphalique et d'agir en synergie avec celle qui est produite au niveau de la glande pinéale. Ça, on ne le sait pas trop encore. Toujours est-il que la mélatonine est fortement influencée, très fortement régulée par le rythme veille-sommeil, par l'alternance entre lumière et obscurité. Voilà, donc ça c'est quand même très important. On sait que la mélatonine qui est produite au niveau de la glande pinéale, donc au niveau du cerveau, est influencée par ce qu'on appelle par la rétine, par des cellules, des récepteurs à la mélanopsine. Donc en gros, pour faire simple, quand il y a de la lumière, le corps détecte que c'est la journée, que c'est le moment de s'activer, que c'est pas le moment de dormir. Et à l'inverse, au moment où la lumière naturelle baisse en fin de journée, les cellules dans la rétine le détectent et vont engendrer la production de mélatonine. Voilà, tout ça étant régulé par ce qu'on appelle les noyaux suprachiasmatiques dans le système nerveux, qui sont qui ont pour rôle en tout cas de réguler l'horloge biologique et les rythmes biologiques. Donc voilà, le but c'est pas de rentrer dans trop de détails au niveau des rôles de la mélatonine, mais que vous compreniez que oui, effectivement, il y a un rôle majeur en ce qui concerne le sommeil, mais également en ce qui concerne les rythmes biologiques et ce qu'on appelle au global le rythme circadien. Donc à ce niveau, la mélatonine, elle a un rôle majeur dans tout ce qui va être ce qu'on appelle les perturbations du rythme circadien et les désalignements justement de la phase circadienne. Là, on parle notamment les personnes qui sont soumises au jet lag de manière plus ou moins fréquente, les personnes qui travaillent de nuit ou qui ont des travails en 2-8, mais surtout en 3-8, ou certaines problématiques liées justement à ces désalignements. Donc voilà, ça c'est très important de le savoir. Et ce qu'il faut également savoir au niveau du sommeil, c'est que la mélatonine, et on y reviendra plus tard dans les conséquences que ça peut avoir, la mélatonine, elle induit un ralentissement, une diminution de la température corporelle, notamment en provoquant ce qu'on appelle une vasodilatation périphérique. Donc en gros, en vasodilatant les vaisseaux, elle va permettre à la chaleur de s'échapper, faire baisser la température et du coup contribuer à l'endormissement. Donc déjà, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau du sommeil, au niveau de la gestion des rythmes biologiques, circadiens, etc., la mélatonine, c'est vraiment un élément majeur.
Mais je suis sûr que ça, vous le saviez déjà, parce que pour le coup, c'est quelque chose qui est assez bien documenté. Et si on parle de la mélatonine comme étant l'hormone du sommeil, autant c'est un petit peu réducteur, voire même carrément réducteur, autant c'est qu'à mon avis, pour la plupart d'entre vous, vous le saviez déjà. Mais, et c'est là où ça devient intéressant, ce que vous saviez peut-être pas, messieurs, dames, c'est que la mélatonine a des rôles bien plus importants et ça va bien au-delà de la notion, de la question en tout cas du sommeil. Déjà, premièrement, la mélatonine, elle a un rôle absolument capital et crucial quand on parle de stress oxydatif. Alors, le stress oxydatif, c'est une réaction qui est à la base physiologique du corps, qui contribue en fait à produire certaines molécules, certains composés, en réaction à la consommation d'oxygène par le corps. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait normal, quelque chose qui est bénéfique même à petite dose. Encore une fois, la physiologie, c'est toujours ni trop ni trop peu. Donc on parle beaucoup aujourd'hui du stress oxydant en excès comme étant quelque chose de problématique, mais il ne faut pas oublier que le stress oxydant dans des proportions physiologiques est quelque chose de bénéfique pour le corps. Et ça a beaucoup de rôle en matière de signalisation cellulaire et d'adaptation du corps. Ceci étant dit, il arrive que ce stress oxydant soit trop important. Pour plusieurs raisons, ça peut être le stress oxydant, on en retrouve à cause de la pollution, à cause du stress psycho-émotionnel, quand on fait du sport en endurance très intense, l'alimentation peut être une source de stress oxydant, certaines pathologies, etc. Et aujourd'hui, en parlant de pathologie, ce qu'on sait, c'est que dans la majorité des pathologies qu'on appelle de civilisation ou chroniques, qu'elles soient auto-immunes, qu'elles soient cardiovasculaires, métaboliques, neurodégénératives ou cancéreuses, on a une dérégulation justement de ce stress oxydant. Avec un stress qui est trop important par rapport aux défenses antioxydantes, qui vont être notamment des enzymes antioxydantes. Il y en a 3 principales. Donc je rentre un peu dans le détail, j'essaye de ne pas faire trop compliqué non plus, mais on parle de la superoxyde dismutase, de la glutathion peroxydase et de la catalase. Et il faut savoir que la mélatonine permet d'augmenter l'activité de ces enzymes antioxydantes qui sont vraiment une ligne de défense majeure en ce qui concerne la gestion du stress oxydant en excès. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Et il faut savoir à cet égard qu'une seule molécule de mélatonine permettrait, d'après les études, de neutraliser jusqu'à 10 radicaux libres, jusqu'à 10 molécules issues de ce stress oxydant. Parce que en fait, les métabolites de la mélatonine, donc une fois qu'elle est convertie en un métabolite, puis un autre, puis encore un autre, jusqu'au 4e métabolite de la mélatonine, on peut avoir une action comment on dit en anglais, on dit scavenge, de neutralisation, des métabolites, des radicaux libres. Donc ça, c'est vraiment très très important. Et également, ce qu'il faut savoir, c'est que la mélatonine permet d'inhiber ou en tout cas de limiter l'action de certaines enzymes qui sont pour le coup pro-oxydantes, comme notamment la xanthine oxydase. Donc c'est vraiment très très important d'avoir ça en tête, de comprendre l'importance de la mélatonine en ce qui concerne le stress oxydant et donc potentiellement, et je dis bien potentiellement par extension, dans la prise en charge globale de certaines pathologies où encore une fois on retrouve une quantité de stress oxydant qui est souvent anormale et dérégulée. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire également à ce sujet ? Ce qu'on remarque également, et c'est très intéressant, c'est que la supplémentation en mélatonine chez l'humain semble associée à une augmentation effective de l'activité antioxydante et à une réduction des marqueurs de stress oxydatif. Donc on ne parle pas seulement de quelque chose de théorique, on parle de quelque chose qui a bel et bien été démontré par des études scientifiques. Autre chose qui est très très importante et qui fait directement le lien avec le stress oxydant, c'est le rôle de la mélatonine en matière d'inflammation. Donc l'inflammation, c'est un sujet qui pour le coup sans doute vous parle beaucoup, qui est très très souvent mis sur le devant de la scène, parce que effectivement, au même titre que le stress oxydant, l'inflammation, plutôt de bas grade, a un rôle important dans l'étiologie de la plupart des pathologies, encore une fois, de civilisation. Quand on parle de maladies neurodégénératives, on a une neuroinflammation très fréquente. Quand on parle de cancer, il y a une perturbation des mécanismes inflammatoires. Pareil dans les maladies cardiovasculaires et métaboliques. Bref, l'inflammation, c'est vraiment un processus qui, à la base, est normal et physiologique, mais qui intervient de manière dérégulée dans de nombreuses pathologies modernes. Et il faut savoir que la mélatonine a également un rôle très important en matière de régulation de l'inflammation. Alors, ça va être peut-être un peu compliqué, donc je vais essayer de ne pas m'étendre dans trop de détails, mais pour faire assez simple, ce qu'il faut savoir, c'est que d'une part,
on va avoir la mélatonine qui va agir en bloquant certaines, en tout cas en limitant certaines voies pro-inflammatoires impliquées dans l'inflammation chronique. Là, je pense à deux voies principales. Il y a la voie qu'on appelle NLRP3 inflammasome et la voie NF-kappa B. Donc, c'est des termes un peu techniques, encore une fois, pas besoin forcément de les retenir, mais en tout cas, c'est deux voies inflammatoires majeures qui sont associées à la production de ce qu'on appelle des cytokines pro-inflammatoires. Vous avez peut-être entendu parler de l'interleukine 6, de l'interleukine 1 bêta, du TNF-alpha, l'interleukine 8, etc. Et donc ça, c'est la première action de la mélatonine. Elle va inhiber, en tout cas bloquer certaines voies inflammatoires à part entière. Et elle va également réguler l'activité de certaines enzymes qui sont impliquées justement dans ces mécanismes pro-inflammatoires, notamment la cyclooxygénase 2 et les oxydes nitriques synthase qu'on retrouve principalement dans le cerveau. Et en fin de compte, on retrouve également une action de la mélatonine sur des récepteurs qu'on appelle les TLR4 qui sont impliqués dans de nombreuses altérations au niveau métabolique et cardiovasculaire, qu'on parle de pathologie cardiovasculaire, de diabète de type 2, de résistance à l'insuline, etc. Donc bon, c'était la partie un peu chiante et technique, j'en ai conscience, mais c'est vraiment important que vous compreniez, sans rentrer dans trop de détails, à quel point la mélatonine a un rôle important en matière de régulation de l'inflammation. Donc toujours pour rester sur l'inflammation, ce qu'il faut savoir, c'est que le manque de sommeil est en tant que tel associé à une augmentation de l'inflammation de bas grade. C'est pas de dire que le manque de sommeil va causer les pathologies métaboliques, cardiovasculaires, neurodégénératives, mais ça pourrait être un facteur parmi de nombreux autres. J'ai trouvé une étude notamment qui montre que lorsque une privation de sommeil est maintenue ne serait-ce que sur 3 nuits, à hauteur de 4h30 de sommeil sur les 3 nuits, on a une augmentation des niveaux de protéines C réactives de l'ordre de plus 0,76 en moyenne. Donc c'est quand même vraiment significatif et ça montre bien à quel point la perturbation du sommeil, en tout cas la dette de sommeil, peut être un facteur important en ce qui concerne l'instauration d'un état d'inflammation de bas grade et donc une altération de la santé métabolique. Et par extension, du coup, ça montre bien à quel point la mélatonine, qui régule le sommeil, est importante en ce qui concerne justement ces processus inflammatoires et cet état, cette santé ou non métabolique. Donc pour finir sur la question de l'inflammation, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais je ne veux pas non plus être trop long, il faut savoir que la supplémentation en mélatonine chez l'humain est associée, en tout cas serait associée, parce qu'on va toujours prendre des pincettes, à la réduction de la production justement de cytokines pro-inflammatoires, notamment l'IL-6, l'interleukine 1 ou l'interleukine 8. Donc ça, c'est quand même très important. Et c'est notamment le cas chez les personnes qui sont victimes de diabète de type 2 ou qui sont en situation de syndrome métabolique. Voilà, donc c'est quand même vraiment important de considérer que la mélatonine, c'est pas seulement, encore une fois, une hormone liée au sommeil, mais qui a des rôles très importants en matière d'inflammation. Et du coup, on peut se demander, et ça la recherche, les études ne permettent pas encore de conclure, dans quelle mesure la prise de mélatonine pourrait être non pas un complément uniquement pour le sommeil, mais également un complément qui va agir du coup sur la régulation des états d'inflammation chez des personnes qui présentent des problématiques à ce sujet. Mais encore une fois, il faut rester prudent, pas de sensationnalisme, pas d'enflammade, c'est encore que du conditionnel et on est loin d'être sûr de l'impact de la mélatonine vraiment sur l'inflammation directe. Ensuite, chose qui est quand même très importante également et qui vous concerne peut-être si vous écoutez cette vidéo, quel est l'effet de la mélatonine sur la prise de poids? Alors, cet effet, il est plus ou moins indirect, mais il est quand même assez présent. Déjà, une première chose, de manière assez mécanique, quand on manque de mélatonine, en tout cas qu'on n'en produit pas assez, on dort moins bien. Et quand on dort moins bien, il y a deux choses qui vont se passer. Premièrement, on va avoir une augmentation des apports caloriques et des envies alimentaires par une dérégulation de certaines hormones, notamment la gréline et la leptine. Et on sait très bien que quand on est en dette de sommeil, qu'on n'a pas bien dormi, on a mécaniquement une augmentation des apports caloriques parce que tout simplement le corps a envie de se réorienter vers des aliments qui vont être plus gras, plus sucrés, plus salés. Donc ça, c'est la première chose. Et de manière concomitante, on sait également que quand on dort moins bien, on a une baisse spontanée de l'activité physique, tout simplement parce qu'en fait, on est fatigué. On est fatigué, on est crevé, on est moins motivé, donc on a moins envie de faire du sport. Il y a peut-être d'autres mécanismes, mais en tout cas, c'est l'un des mécanismes qui me paraît le plus évident. Donc déjà, potentiellement et de manière indirecte, si on a moins de mélatonine, si on a un problème à ce niveau-là, au niveau de la production de mélatonine, on dort moins bien, et qui dit moins bien dormir dit perturbation du comportement alimentaire et du comportement au global, notamment en matière d'activité physique.
Ce qui est quand même très très intéressant ensuite en ce qui concerne la mélatonine. Donc on a parlé du rôle sur l'inflammation, on a parlé du rôle sur la régulation du sommeil, donc des apports caloriques et du sport. Donc on peut être tenté de se dire, mais est-ce que finalement la supplémentation en mélatonine ne serait pas un carrefour un petit peu de santé, et du coup ça permettrait d'avoir un impact sur la perte de poids. Alors, à ce niveau-là, avant toute chose, je tiens à faire une précision qui est importante. La mélatonine n'est en aucun cas un complément minceur, miracle, magique, que sais-je. Ceci étant dit, ce que montrent clairement les études, c'est que la supplémentation en mélatonine chez des sujets en situation de surpoids ou d'obésité permet dans la quasi-totalité des cas d'engendrer une perte de poids et une perte de masse grasse qui est plus importante qu'avec un placebo. Donc bon, jusque-là on se dit « Ouais putain, trop bien, génial, incroyable la mélatonine, je vais prendre ça pour perdre du poids ». On va quand même se calmer parce que les effets sont pas forcément énormes. On parle pas de 10 kilos, ce serait trop beau. On parle de plusieurs centaines de grammes, généralement 1 à 2 kilos en plus, en tout cas en moins, en tout cas une perte de poids de 1 ou 2 kilos supplémentaires par rapport à un placebo. J'ai trouvé une étude de 2021 randomisée en double aveugle qui montre que la prise de la mélatonine seule, donc c'est-à-dire sans modification de l'apport calorique, du comportement alimentaire, etc., pendant 8 semaines par rapport à un placebo, permettait de perdre jusqu'à 4 kilos, en tout cas 4 kilos en moyenne, chez les 25 participants qui étaient en situation de diabète de type 2. Donc, c'est quand même important de voir qu'il y a un lien potentiel, plus ou moins direct ou indirect, entre d'une part la mélatonine, et d'autre part la perte de poids. Maintenant, encore une fois, c'est pas magique, c'est pas le nouveau complément à la mode, le nouveau complément minceur, etc. Mais ça permet de montrer à quel point le sujet de la mélatonine est central quand on parle en fait de santé métabolique et de santé au global, parce que la mélatonine est vraiment un carrefour entre différents facteurs qui vont contribuer ou non à faire prendre du poids. Donc on a parlé du stress oxydant, on a parlé de l'inflammation, on a parlé de la régulation du sommeil, donc des apports alimentaires, et on voit que la mélatonine, décidément je vais y arriver, permet de faire le lien entre ces différents éléments et donc peut avoir un lien plus ou moins important quand même sur la prise de poids. Autre chose qui est quand même très très important, et je voulais en parler, la mélatonine pourrait avoir un rôle important en matière de sensibilité et de résistance à l'insuline. Ça, on sait pour le coup qu'une supplémentation en mélatonine permet de réduire de manière assez légère mais significative quand même la résistance à l'insuline. Et enfin, il y a un effet qui est très important, qui est surtout documenté chez les animaux, c'est que la mélatonine permet d'influencer l'utilisation du tissu adipeux brun versus du tissu adipeux blanc. Pour faire simple, le tissu adipeux blanc, c'est celui qu'on va utiliser pour stocker le gras sous forme d'adipocytes, versus le tissu adipeux brun va être préférentiellement utilisé pour produire de la chaleur. Et on se rendrait compte chez l'animal que la mélatonine va permettre de favoriser la production de tissu adipeux brun par rapport au tissu adipeux blanc, et également d'améliorer l'activation de celui-ci au détriment du tissu adipeux blanc. Donc c'est quand même quelque chose de très très important, parce que ce que ça pourrait vouloir dire, et je dis bien pourrait, à prendre au conditionnel, c'est que finalement la mélatonine permet d'augmenter la thermogénèse et de réduire le stockage des graisses. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui pourrait être potentiellement assez intéressant et qui pourrait expliquer aussi pourquoi de manière plus ou moins directe la mélatonine contribue à faire perdre du poids et de la graisse. Voilà, on a abordé beaucoup de questions, beaucoup d'aspects théoriques, beaucoup d'aspects physiologiques. Ce que je vous propose, c'est 5 clés très concrètes pour optimiser naturellement la production de mélatonine et voir si oui ou non il y a besoin de se supplémenter. Déjà, très très important, le principal facteur, peut-être le plus important, limitez les sources lumineuses avant de vous coucher. Idéalement, minimum 30 minutes avant l'heure du coucher. Idéalement, on est plutôt sur 1 heure. Donc on va limiter les sources, les lumières vives, les lumières dans votre appartement, votre maison, etc. Préférez les petites lumières douces, tamisées. Et également les écrans. Voilà, vous le savez, je suis convaincu du fait que vous êtes au courant de ça, mais vraiment il faut les limiter à tout prix. Les lumières bleues, c'est terrible à ce niveau-là, ça inhibe complètement la production de mélatonine. Ou alors mettez des filtres à lumière bleue, mettez des filtres sur vos écrans justement pour essayer de limiter un petit peu la casse. Ensuite, on va essayer au maximum de se coucher et de se réveiller à heure fixe, même le week-end. Donc, on peut dormir un peu plus longtemps le week-end, bien sûr, c'est pas un problème. Mais si vous vous réveillez par exemple à 6h la semaine et vous vous réveillez à 10h le week-end,
Ça, c'est vraiment pas terrible pour l'alignement justement de votre rythme circadien et la production de mélatonine. Donc autant que possible, on se couche et on se réveille à heure fixe. Voilà, il y aura forcément des exceptions, des repas en famille, des mariages, etc. Mais essayez de vous coucher et vous lever à heure fixe. C'est quand même vraiment très très important. C'est associé à une bonne qualité du sommeil. Ensuite, dormir dans un environnement frais, ça c'est très très important. Bien sûr, on sait, les études le montrent, c'est associé à une meilleure qualité du sommeil. Et on sait également que la mélatonine joue un rôle central. Une mouche qui me tourne autour. On sait que la mélatonine joue un rôle central en matière de régulation de la température centrale. Donc, essayez d'avoir une chambre qui est maximum à 21-22 degrés, voire moins. Essayez pourquoi pas de prendre une douche fraîche ou tiède avant de vous endormir. Ça contribue à faire baisser la température corporelle, mais ça c'est très très important. Ce qui pourrait également être très important, c'est de s'exposer à la lumière du matin en début de journée. Ça permettrait d'optimiser la production de mélatonine et d'avancer surtout le début de sa production, donc de permettre d'avoir un sommeil justement qui intervient au bon moment et pas trop tard. Là, on parle pour le coup d'une intensité de 5000 lux. À titre d'information, 5000 lux, quand vous êtes par exemple, quand vous marchez une demi-heure le matin avec un temps ensoleillé, on est plutôt sur 10 000 à 20 000 lux. Donc pas besoin d'acheter des lampes de luminothérapie, sauf si vous vivez dans une région qui a un très faible ensoleillement. Auquel cas, ça pourrait être intéressant effectivement d'investir dans une lampe de luminothérapie qui coûte en moyenne 50 à 100 euros pour justement avoir cet effet positif de l'exposition à la lumière en début de journée par rapport au rythme circadien. Enfin, dernier point pour les aspects pratiques, l'impact de l'alimentation sur la production de mélatonine, ça c'est très très important, on en a parlé au début, la mélatonine est issue directement de la consommation de tryptophane, qui est un acide aminé, donc manger suffisamment de protéines, ça c'est vraiment très très important. À cet égard, je vous recommande un apport en protéines sur les 3 principaux repas, dépendant de vos besoins bien sûr, mais idéalement sur les 3 principaux repas. Ensuite, ce qu'il faut également savoir, c'est que certes, le tryptophane vient des protéines, donc on pourrait se dire, en fait, au plus je mange de protéines, au plus j'ai de tryptophane, au plus je fais de la mélatonine. Ça paraîtrait assez simple. Ceci étant dit, il faut savoir qu'au niveau de la captation des acides aminés par le cerveau, donc pour produire de la sérotonine, de la mélatonine, on a une compétition entre les différents acides aminés. Voilà. Pour faire simple, ce que ça veut dire, c'est que le fait de consommer des glucides va augmenter la disponibilité du tryptophane. Donc, c'est probablement pour ça que chez certaines personnes, la consommation de protéines le soir, de viande, etc. engendre un sommeil de moins bonne qualité. Ça, c'est quelque chose que je constate dans mes accompagnements. Il y a des personnes qui me disent « je dors moins bien quand je mange de la viande le soir ». Ça peut être lié à d'autres raisons, mais ça peut également être pour ça. Donc à cet égard, bien sûr, c'est compliqué de faire des recommandations générales parce que ça va dépendre des besoins en protéines, en glucides de chacun, du terrain métabolique, des objectifs de chacun. Je vous recommande de partir quand même sur un dîner qui va être avec une certaine teneur en protéines, bien sûr, mais également avec une teneur en glucides de qualité. Ça peut être du quinoa, du riz, des pâtes, du sarrasin, des patates douces, des pommes de terre, ce que vous voulez. Mais ça paraît quand même important pour améliorer la production de sérotonine et donc de mélatonine. Voilà, donc sur les 5 points, on est donc sur ces 5 éléments-là, ça me paraît déjà pas mal. Et une fois que vous avez optimisé ces 5 points-là, pourquoi pas se supplémenter si jamais votre sommeil il est toujours de mauvaise qualité, mais honnêtement c'est assez peu probable. Du coup, ce faisant, moi je vous recommande pas forcément de vous supplémenter en mélatonine tant que vous n'avez pas optimisé ces 5 aspects. En tout cas, quand on parle d'insomnie, de troubles du sommeil. Lorsque vous êtes en situation, quand il y a des situations de jet lag, de décalage de phase, de travail de nuit, etc., c'est des situations un petit peu différentes. Mais au global, la mélatonine, même si a priori à court terme, c'est pas dangereux, il n'y a pas d'effet forcément secondaire au-delà de la somnolence le lendemain, etc. C'est pas non plus anodin, messieurs, dames, gardez-le en tête de consommer des hormones de synthèse. Donc, plusieurs choses. Premièrement, demandez toujours un avis médical avant de vous supplémenter. Deuxièmement, essayez de prendre les plus petites doses possibles et le moins longtemps possible. Et troisièmement, c'est ce que je vous disais, de travailler bien sûr sur votre hygiène de sommeil en parallèle afin d'optimiser les différents paramètres que j'ai évoqués et du coup de garantir naturellement une bonne qualité du sommeil et une bonne production de mélatonine. Voilà messieurs, dames, je vois qu'on arrive à 25 minutes de vidéo, c'est pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses et qu'elle aura été instructive pour vous. S'il y a une chose à garder de cette vidéo, c'est que la mélatonine, c'est bien plus qu'une hormone du sommeil et que ça a un rôle majeur au niveau de votre santé en faisant le lien entre d'une part le sommeil et d'autre part les processus inflammatoires, physiologiques, de régulation de la faim, etc.
et que en quelque sorte, la mélatonine occupe un rôle central en matière de santé en faisant le pont justement entre ces différents aspects. Donc, faites attention à votre sommeil, faites attention à votre production de mélatonine. C'est pas pour rien que les troubles du sommeil, sont associés à une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires, du risque de maladies métaboliques, neurodégénératives, etc. Et c'est pas non plus pour rien qu'on dit que le sommeil est l'un des 3 piliers les plus importants de la santé avec l'activité physique et l'alimentation. C'est vraiment encore plus le cas au regard de tout ce qu'on sait maintenant sur la mélatonine. Donc vraiment, prenez soin de votre hygiène de sommeil. Faites attention à mettre des choses en place à ce niveau-là si vous voulez, encore une fois, en tout cas, si vous avez des problématiques à ce niveau-là. C'est vraiment très, très important. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, un petit like, un petit commentaire, ça m'aide énormément. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas également à me retrouver sur Instagram et sur les shorts YouTube. N'hésitez pas à m'envoyer également un message si vous souhaitez qu'on voit ensemble pour un accompagnement, une consultation ou que sais-je. Et moi, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end et je vous dis à bientôt.